Immobilière, le Prestige SARL lance un tout nouveau programme d'habitation dénommé la Cité Prestige. La Cité Prestige est un site autonome au contour géométrique très riche en espaces conviviaux. Elle comporte 54 villas F4 et F5 de haut standing. Constituée la base de planification ultérieure, elle dispose de rues larges et des espaces verts. La Cité Prestige est Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le grand jury reçoit Maître Muntaga Tall, ancien ministre, président du CNID Faso Yiriwatan. Maître, merci de cette énième comparution devant le grand jury. Merci de votre invitation. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta. Il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Elhadji Chana Takiou va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou à travers d'autres canaux de communication. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Grand Jury et nous vous souhaitons bonne fête de Tabaski à la Oumma, à tous les musulmans du Mali et d'ailleurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Maître, avant l'installation du juge Chana Takiou qui se fera incessamment, je crois que il est aujourd'hui en mode mort, hein, n'est-ce pas, Abdraman Keïta. Elhadji Chana Takiou vient de nous rejoindre. Ce soir, il est bien entendu Elhadji Chana Takiou. Il vient de nous rejoindre autour de ce plateau. Monsieur Takiou, ce léger retard se justifie? Vraiment, j'étais souffrant. J'allais même renoncer, mais comme je n'ai pas eu le temps de vous en informer, oui. La rigueur voudrait que vraiment je puisse quand même être au rendez-vous. D'accord. Surtout qu'on a un grand homme qui on va justement vous donner la parole. Vous êtes essoufflé, on va vous laisser le temps. Essoufflé parce que j'ai couru. Oui. Maître. Parce que tu vois, aller dans les escaliers, ça m'a un peu fait... C'est ça. Allons-y. Maître, le jury est bien composé. Ça ne va pas jouer sur la prestation. D'accord. Maître, le jury est bien composé ce soir. Absolument. En face de moi, des juges avertis. Oui. Et je gage qu'ils laisseront le temps à l'accusé de s'exprimer sans opiner ni commenter, en lui laissant tout le temps pour répondre aux questions qui relèvent de leur libre arbitre. Je leur fais totale confiance. Un jury essoufflé, ça vous... Oui, vous savez, je voudrais d'abord souhaiter meilleure santé à Chahana, qui a fait l'effort d'être là, par professionnalisme, mais aussi peut-être par estime pour l'inviter. Oui. Vous me permettrez, avant de vous rendre le micro, de souhaiter à mon tour une excellente fête de Tabaski à celles et à ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. Merci. Abdraman, nous avons Maître Muntaga Tall au lendemain de la fête de Tabaski. Bon, ça aurait pu être bien avant. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas souvent sollicité qu'il n'était pas là l'autre fois. Il faut trouver que c'est la énième fois qu'il vient ici. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand intervalle entre ces comparutions. Sinon, il a toujours répondu à nos sollicitations. On doit faire la transparence depuis un certain temps. Et si nous insistons, si nous tenons vraiment à sa présence, c'est parce qu'il est un acteur historique de ce pays-là. Ce qu'il dit, et même son silence, est d'une grande portée dans ce qui se passe dans le pays. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il va rattraper tout le temps. Rattraper tout le temps qu'on a perdu sans l'avoir ici. C'est le truc en nous expliquant, parce que il nous oblige maintenant à revenir sur beaucoup de questions qu'on n'a pas eues, qu'on a manqué d'évoquer avec lui. Et parce que depuis un certain temps, je remarque qu'en réalité, Maître ne parle que quand il le veut. Lui-même, c'est lui-même qui crée le cadre pour parler. Il ne parle pas selon les sollicitations.
il dose ses comparaisons et ses apparitions médiatiques. Et tout cela sont des questions qui méritent d'être explicitées et sur lesquelles on devrait avoir des éclairages de sa part, en plus de cette actualité abondante sur lesquelles certainement il a des opinions, sur lesquelles il a des choses, beaucoup de choses à me dire. Toujours à la disposition. Par ailleurs, je constate par ailleurs qu'il a des préjugés sur la cour, puisqu'il dit qu'ils vont lui laisser le temps. J'aimerais, Barou, président, vous faites comprendre aussi à maître que la constitution doit être de mise ici, puisque le temps est limité. D'accord. Chana, nous avons maître Moutakatal devant nous ce soir. Merci beaucoup, monsieur le président. La dernière fois où j'ai participé au grand jury avec Maître Tal, j'avais proposé, requis une condamnation contre Maître Tal. Oui. Après, je me suis rendu compte que c'est tout à fait normal, ce n'était pas du goût de Maître Tal, ou qu'il a contesté cette contestation et il a posté le débat sur sa page Facebook, je suis un de ses amis, et demandé à ses amis de juger. J'avoue que des gens sont descendus sur nous à bras raccourcis, particulièrement moi. Bon, lui et nous avons le dos large, nous le comprenons. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui aussi, il s'attend au jugement. Il avait fait un message pour vous gardez cette rancune? Non, pas du tout. D'accord. Ça fait partie, quelque part, des règles du jeu. Mais lui, il a poursuivi le jugement sur sa page Facebook. Il n'a que des amis là-bas, voire des militants. Et ceux-là ne peuvent que nous condamner, nous taper dessus. Bon, ça fait partie du jeu. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Est-ce que vous voyez? Mais j'aurais voulu quand même que Maître Tal puisse appeler au moins à la retenue, parce que j'ai vu des choses terribles. Mais comme je l'ai dit, nous avons le dos large, hier comme aujourd'hui. Et nous continuons à avoir le dos large. Maître aussi bien que nous. Nous avons le dos large. Cela dit, avoir un Maître Tal, un leader qui aurait pu être président de la République depuis très longtemps, mais qui est toujours dans le jeu politique, à la quête de ce fauteuil présidentiel. Il dit c'est toujours intéressant d'échanger avec un homme comme lui, qui a un background, qui a participé à la vie politique de notre pays de 90 à nos jours. Je pense que Maître est bien armé pour faire face au grand jury. Avec Maître, nous allons aborder les thématiques suivantes: le référendum, le renouvellement du mandat de l'aménagement et la situation, si vous voulez, la situation en Russie. Mais avant, nous allons ouvrir les questions de généralité. On va commencer par Abdraman. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, quand je reçois Maître Tal ici, c'est toujours le personnage historique que nous recevons, qui a joué un grand rôle dans l'avènement de la démocratie et dans l'avènement des libertés dans ce pays. Il se trouve qu'il vient chez nous aujourd'hui au moment où des questions de liberté se posent au pays. Je voudrais bien savoir ce que le combattant des libertés qu'il a été, ce qu'il pense. Qu'il a été, qu'il est aussi. Ouais, qu'il a été surtout, parce que ça dépend. Ça dépend. La provocation. Ça dépend. Bon, il l'a quand même été, il ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. De toutes les façons. Allez-y. Et ce qu'il pense de certaines détentions mitigées, telles que celle de Rasbat, notre confrère, d'une certaine Rukia Doumbia, Rose Vicher, pour leurs opinions dans ces pays. Si je l'ai dit, je me rappelle que vous-même, lorsque vous manifestiez contre le pouvoir d'Ibika, vous avez été une fois détenu et arrêté au niveau du camp 1. Et quand on a voulu vous libérer, vous avez même résisté, vous dites que vous ne partez pas sans vos camarades qui avaient été arrêtés. Aujourd'hui, comment est-ce que vous apercevez ce qui est considéré comme des atteintes aux libertés, ou bien trop de rigueur par rapport à la justice, à la gestion de la justice? D'accord, allez-y, maître. Merci beaucoup. Abdraman m'a invité à la concision. Je vais le suivre, surtout que dans ma formation, on nous apprend 3 choses: concision, précision et clarté. On va essayer d'intégrer ces 3 donnes pour faire bien. Chana, vous savez,
J'ai le bonheur d'avoir 290 000 followers sur mon compte Facebook. Je ne peux pas regarder tout ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai signalé que j'ai des problèmes là-dessus depuis quelque temps et que j'essaie de régler ça avec Meta. Ce n'est pas encore fait. S'il y a eu des propos mal placés, je suis le premier à le regretter. Je suis le premier à regretter, peut-être même à m'en excuser. Vous savez, les questions de liberté pour moi ne sont pas négociables. J'y ai dédié toute ma vie. Je continue à les défendre. Je compte parmi les premiers militants, les militants historiques de l'Association malienne des droits de l'homme. J'en suis encore membre. Mais je suis aussi un avocat et on me dit toujours, quand une affaire est pendante devant la justice, il faut ne pas la commenter. Et j'attends toujours. Ça, c'est si vous êtes dans le dossier. Non. On ne commente pas une affaire qui est pendante devant la justice. On laisse le juge travailler dans la sérénité. Dans la sérénité. Et il arrive toujours un moment où on prend la parole pour dire ce que l'on pense d'une affaire qui est pendante. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Maintenant, vous, journalistes, vous avez plus de liberté pour autant que vous ne rentrez pas dans le fond du dossier. Oui. Et comment s'exprimer valablement, excusez-moi de le dire, au niveau qui est le mien, sans regarder ce qui est réellement reproché à telle ou telle personne. Voici la difficulté, pour ne pas dire le dilemme, dans lequel je me retrouve dans certains cas. D'accord. Mais comme je l'ai dit, il arrivera un moment où je ne me défausserai pas. Je dirais ce que je dois dire. Allez-y, Chana. Est-ce que vous êtes en train de vous défausser? Allez-y, Chana. Maître, l'actualité au niveau international... Chana, nous sommes dans les généralités, nous avons réservé... C'est une généralité, oui, c'est une généralité. Allez-y. Est-ce que c'est une particularité? C'est une généralité. Et au niveau international, nous avons assisté hier à l'autodafé du Saint-Coran en Suède, à Stockholm, dans la grande mosquée de ce pays-là. Vous, en tant que fervent musulman, je le sais, issu d'une famille maraboutique, qu'est-ce que vous ressentez devant cette provocation, cette situation répugnante? Vous savez, je suis très sincère quand je vous dis qu'évoquer ce sujet crée la chair de poule. J'ai de très sérieux problèmes sur ces questions. Parce que, d'abord, je voudrais saluer le Maroc. Le Maroc, qui, dès que c'est arrivé, a rappelé son ambassadeur en consultation. Je crois que toute la Oumma islamique doit se lever pour dire non à ce genre de comportement. La Suède est un peu loin, c'est arrivé dans notre pays il n'y a pas si longtemps. Effectivement. Alors même que je n'avais pas mis ma robe d'avocat pour aller plaider depuis 2011, je suis allé. J'ai suivi. Pour dire non, ce n'est pas acceptable. Il ne faudrait pas que ce genre de choses arrivent. On est libre de croire ou de ne pas croire. Mais je ne pense pas qu'on puisse être libre d'attaquer, de manquer de respect aux croyances des autres. Aucune liberté ne pourrait justifier cela. Je condamne fermement, et si demain, les hautes autorités religieuses du Mali décident de protester, croyez-moi, je serai parmi eux. Enchaîne. Allez-y. Maître, toujours question d'actualité. Je sais que vous avez fait vos études au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que vous avez été major de votre promotion au Sénégal. Donc, vous connaissez bien le Sénégal. Vous avez des liens familiaux avec le Sénégal. Aujourd'hui, cette vitrine démocratique est en train de se noircir. Et Macky Sall a renvoyé pour plus tard son discours pour préciser si oui ou non il ira pour un troisième mandat. Votre commentaire par rapport à la situation politique du Sénégal qui a vu des émeutes dans la capitale sénégalaise.
Vous savez, vous ouvrez une fenêtre qui me permettra de dire ceci. Tous ceux qui racontent à travers le monde qu'il y a un sentiment anti-français au Mali devraient constater que malgré les multiples manifestations qu'il y a eu au Mali, notamment celle du M5 RFP, personne n'a touché à un seul bien français, ni à un seul chevet d'un seul Français. Ça veut dire que ce n'est pas vrai qu'il y a un sentiment anti-français. Ce qui n'est pas le cas à Dakar. J'arrive. Pas un sentiment anti-français au Mali. Ce qu'il y a au Mali, c'est le refus d'une certaine politique. C'est tout à fait différent. Au Sénégal, l'actualité aujourd'hui est dominée par deux questions qui se recoupent à certains égards. L'affaire de l'opposant Ousmane Sonko et la prise de position du président Macky Sall sur une éventuelle candidature pour un nouveau mandat. S'agissant de Ousmane Sonko, c'est hier que le jugement a été publié. J'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire in extenso pour pouvoir me prononcer sur la question. Mais il y a un fait qui est important. Beaucoup ont dit que poursuivi pour une affaire de viol, il y a eu un délit créé de toutes pièces qui est la corruption de la jeunesse. Ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une gradation des mêmes faits. Des mêmes faits. Maintenant, je vais lire le jugement et je saurai me faire une idée. Mais ce qui est sûr, c'est que lui-même peut déjà faire en sorte que ce jugement soit revu en le contestant, ou ses avocats aussi. Mais, s'agissant du second point, il faudrait bien que nous attendions tous ensemble ce que le président Macky Sall va dire. Là-dessus, je distingue, à mon âme et conscience, c'est assez difficile de le soutenir compte tenu du contexte, qu'il y a la question juridique qui est fermement discutée entre les juristes. Je dis souvent qu'un des meilleurs livres de droit que j'ai lu s'appelle Flexible droit. Et une des plus grandes jurisprudences dont je me rappelle, c'est la jurisprudence du Bac de l'OCA, où l'avocat général dit voilà la solution A, voilà la solution B, les deux sont contradictoires, mais les deux valent absolument. Et croyez-moi, les deux valaient. Je n'ai pas ici le temps de développer. Oui. Il y avait un raisonnement, je dis, très clair, très cohérent sur les deux. Donc, le président Macky Sall, les juristes, est-ce qu'il peut être candidat? Il a le droit d'être candidat. Juridiquement, je pense que oui. Politiquement, la question se pose et doit être réglée par les Sénégalais. Allez-y, Abdraman. Je suis resté un peu sur ma fin, donc je reviens un peu sur la question de la liberté. Allez-y. Mais tal, si je vous interroge, je vous interpelle sur les libertés, ce n'est pas parce que simplement des gens ont été arrêtés, mais aussi parce que dans ce pays, depuis un certain temps, nous assistons aussi à des enlèvements nocturnes de gens qui réapparaissent, des choses, des pratiques très douteuses, question de liberté. Vous qu'on a l'habitude d'entendre sur les atteintes aux libertés, on ne vous a jamais entendu sur ces questions-là. C'est le problème. Qu'est-ce qui explique votre posture mutique par rapport à ces atteintes-là sous ces régimes, alors qu'on vous a souvent vu très, 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 très loquace par rapport à ces questions. Chana fait partie de mes amis, vous pas. J'ai très clairement condamné les enlèvements. Je ne cautionnerai jamais un enlèvement d'où que ça vienne. C'est inacceptable. Et vous avez même marché avec nous, je me rappelle, lorsqu'il y a eu des atteintes aux libertés en 2013. Sur ma page, oui, j'ai clairement condamné les enlèvements. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas les cautionner. D'où que ça vienne. Aussi simple que cela. Il y a des questions qui sont restées en suspens pendant vos précédentes apparitions ici, telles que la question des logements sociaux sur lesquels vous avez dit à l'époque que vous allez attendre de voir l'aboutissement des enquêtes pour vous prononcer là-dessus, je me rappelle. Et sur la question aussi de la passation de témoins au SNID à une nouvelle génération. Là également, vous avez dit que la question était pendante et que vous étiez sur le point de passer
le témoin a une jeunesse et vous retirez de la présidence du SNID. Jusqu'à présent, ça traîne. Voilà ces deux questions. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus pour éclairer. Je suis puisque vous les avez laissés en suspens. À l'aise sur les logements sociaux que lorsque le ministre a pris la décision de dissoudre la commission qui avait procédé aux premières attributions, alors qu'il a trouvé sur place et qu'il a mis en place une deuxième commission, il y a eu quasiment zéro réclamation. Tout s'est bien passé. Il a été félicité par des associations de demandeurs de logements sociaux. Maintenant, on ne peut pas empêcher que 2 ou 3 adversaires politiques aillent dire telle ou telle chose, mais il n'y a pas eu de contestation sérieuse ni massive quand il a été pris en main par le ministre. Donc c'est très clair, les logements sociaux. S'agissant maintenant du SNID, nous étions en congrès en plein Covid. Nous n'avions jamais fait un congrès sans plusieurs milliers de personnes. Figurez-vous qu'on était on était environ 50, parce qu'à l'époque, plus de 50 étaient interdits. Quand le problème a été posé, ils ont dit non. Ce cadre n'a pas la légitimité nécessaire, même s'il y avait la légalité, pour trancher une telle question. Nous allons donc travailler à convoquer un congrès où le problème sera posé. Mais j'ajoute que lorsqu'il a été posé, ça fait un drame dans la salle. Mais pour autant, je tiens à ce que je vous ai dit. Je vais travailler pour qu'il en soit ainsi. Allez-y, Chana, pour clore ce chapitre de Monsieur le Président, j'ai eu dire, durant la maladie du Premier ministre Choguel Maïga, que vous avez passé à l'Assemblée nationale plusieurs fois voir le président Diao avec du CNT, avec qui vous avez des liens familiaux. Et que vous étiez en train de vous positionner pour la succession de Choguel. La primature. Bien sûr. On sait que dès le début de la transition, vous aviez manifesté votre ambition d'être Premier ministre, même si votre dossier n'a pas été retenu. Est-ce qu'à présent, vous avez cette ambition d'être Premier ministre de la transition? Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur ce qui s'est passé, sur cet épisode malheureux, où celui qui était à l'époque l'autorité morale du M5 s'est quasiment agenouillé pour me supplier de renoncer à mes ambitions pour le Mali, à mon ambition d'être candidat, parce que le pays avait besoin de moi en ce moment-là pour assurer la primature. Je n'étais pas partant, je n'étais pas demandeur, j'ai accepté sur la base de ce qui a été dit. Quand on vous dit, ne mettez pas vos propres ambitions au-dessus du Mali, ça désarme un homme. Je m'en suis expliqué par écrit et cela n'a pas été contesté. Ce n'était jamais un choix, un premier choix, ni même un choix. Vous voulez dire que c'est Ducos qui voulait que vous soyez Premier ministre? Qui m'a supplié. De ne pas l'être ou bien de l'être? De l'être, qui m'a supplié. Oui. Avec des arguments que l'on ne peut pas résister. Qui m'a supplié. Maintenant, cela dit, j'ai été un des principaux artisans pour que Choguel soit Premier ministre. Il m'entend. J'ai été un des principaux artisans pour que je sois Premier ministre et je n'ai jamais manqué ni de soutien, ni de loyauté. Maintenant, pour répondre très clairement à votre question, vous savez que moi, je ne peux pas manquer de respect pour un organe législatif. Tout à l'heure, Oumar a dit il a été ministre. J'ai souri, j'ai dit, mais il oublie que j'avais presque 20 ans de ma vie à l'Assemblée. Que je suis un des rares Maliens à avoir été au Parlement national, au Parlement de la CEDEAO, au Parlement panafricain, et que ma vie politique a été une véritable ode au parlementarisme. Mais malgré tout, je ne suis allé au CNT qu'une fois. Quand j'ai été convié pour discuter d'un projet de texte, je suis allé. Quand je sortais, tout m'obligeait à rendre visite au président du CNT, qui d'ailleurs, sachant que j'étais là, a changé son agenda pour me recevoir. Alors quand les gens disent ils venaient souvent pour discuter de cela, ils sont totalement à côté de la plaque. Mais vous savez, il y a toujours dit qu'un responsable politique qui ne fait pas l'objet de rumeurs, de méchanceté, doit aller faire autre chose. Voilà.
Maître Chana nous transportait tout à l'heure vers l'international. Effectivement, la Russie de Vladimir Poutine est aujourd'hui sérieusement ébranlée par Evgeny Prigojine, chef de file de la milice Wagner. Est-ce qu'à notre niveau ici, du point de vue géopolitique, on doit s'inquiéter quant à la gestion de cette milice Wagner par Poutine? Le Mali doit s'inquiéter? On se serait inquiété si le pouvoir russe avait vacillé. Le Mali a des relations d'État avec la Russie, des relations multiformes, incluant des relations d'ordre sécuritaire. Je ne vois pas ce que cela va changer. À ce que je sache, le Mali n'a pas un lien avec Wagner, mais avec l'État russe. Bon, parce qu'effectivement, cette question avait été évoquée une fois avec lui ici, et il avait dit la même chose. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que réellement Wagner est là, puisque ceux-là qui gèrent Wagner eux-mêmes le reconnaissent. Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, parle de Wagner ici au Mali. Prigojine lui-même parle de sa présence ici au Mali. Poutine, que j'ai écouté moi en russe, parler de la question, parlait également que le Mali n'a pas traité avec l'État russe, mais avec des organismes privés de Russie au Mali. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez, sur la seule rhétorique des pouvoirs maliens. Vous qu'on ne vous connaissez pas avec autant de conformisme, avec la seule rhétorique, vous vous basez sur la seule rhétorique, avec le seul narratif du pouvoir malien. Concision, précision, clarté. Pour vous dire, pour dire que ce n'est pas avec que Wagner n'est pas ici au Mali. Alors, moi j'ai essayé de comprendre ce que le ministre des Affaires étrangères russe a dit la dernière fois. Parce que j'ai entendu beaucoup de médias dire, lui-même, il a confirmé, et tout de suite après, il disait deux choses, que Wagner est au Mali et qu'il y a un échange avec la Russie. Je termine. La Russie. Je ne parle pas russe, mais j'essaie d'aller lire ce qui avait été dit. Je n'ai pas lu qu'il avait été dit que Wagner était au Mali, mais que cela avait été interprété par un certain nombre de médias. Mais j'ai dit, vous avez un avantage sur moi, vous parlez russe. Deux, ce n'est pas par conformisme que je m'en tiens aux déclarations officielles des autorités de mon pays sur une question aussi sensible. Si j'ai des éléments plus convaincants que les interprétations de médias qui ont plus d'une raison à vouloir mettre le Mali en difficulté, croyez-moi... Des médias seulement, il y a aussi des rapports de l'ONU qui en font cas, s'il te plaît. Il y a des rapports de l'ONU également, ce n'est pas seulement des médias, il y a aussi des rapports de l'ONU qui en font cas. Il est vrai que ces rapports-là sont à l'origine de beaucoup de bisbilles entre le Mali et les autorités de l'ONU et les instances de l'ONU, mais il y a des rapports quand même qui disent, et des témoins à qui on donne la parole aussi, disent qu'ils ont vu des Blancs intervenir, pas plus que récemment encore à Nara, des villageois ont été... attendez. Pas seulement dépossédés, mais exécutés par des gens qu'on présente comme des instructeurs. Selon vos informations. Vous confondez deux choses. Même les associations de ressortissants de Nara ont confirmé l'épisode. D'accord, allez-y. À travers des déclarations et des dénonciations. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de blancs. Les Slaves ne sont pas noirs. Vous le savez mieux que moi. Vous avez étudié chez eux. Donc quand on dit que c'est des blancs, ça ne veut pas dire que c'est Wagner. Ça peut être des Russes. Vous le savez mieux que moi. Donc là, il y a un échange. Par contre, vous abordez un autre sujet. Ce sont les atteintes, encore une fois, aux droits humains, aux assassinats dans ces localités. Si vous voulez qu'on parle de ça, vous posez la question, on répond. Allez-y, Chana. Monsieur le Président, j'ai évoqué tantôt l'épisode du Premier ministre Choguel Kokara Maïga. Je vois sur les réseaux sociaux certains influenceurs demander un remaniement ministériel. Pour eux, le changement du gouvernement s'impose. Est-ce que vous êtes d'avis
qu'un changement de gouvernement s'impose avec ou sans Choguel? J'ai dit ici une fois, je pense bien, qu'il en va des remaniements ministériels comme de la dévaluation. On ne l'annonce pas à l'avance et des événements peuvent se précipiter et peuvent se présenter soit pour le différer, soit pour le retarder. Non. Ou l'empêcher. Non, ou le précipiter. Soit pour le différer, soit pour le précipiter, premièrement. Deuxièmement, la décision de revoir un gouvernement appartient au chef de l'État. Ça n'appartient pas aux influenceurs, appartient au chef de l'État. Est-ce que vous pensez que Choguel doit continuer? Vous savez, c'est le M5 RFP qui s'est réuni pour proposer, ou présenter, même pas proposer, présenter la candidature de Choguel. Parce que quand on s'est quitté avec l'ex-CNSP, les accords étaient clairs. Désignez qui vous voulez, il sera Premier ministre. Quand nous sommes rentrés dans la salle pour désigner le Premier ministre, il y a eu des propositions pour dire nous proposons tel. Tous ceux qui ont été proposés ont dit non. Parce qu'il était important pour nous ces jours-là de faire preuve de maturité, de responsabilité. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison, au regard du bilan du gouvernement, de dire qu'il faudrait changer l'attelage. Moi, je pense qu'il faut corriger les défaillances qu'il y a, les déficiences qu'il y a. Il y en a toujours dans une action humaine, mais pour l'essentiel, si l'on ne relève pas de moi, je pense qu'on peut poursuivre l'expérience. Très rapidement. Cette question, vous dites que la décision de changer un gouvernement ou d'intervenir sur un gouvernement appartient au chef de l'État, tellement au président de la transition. À moins que l'Assemblée ne décide de renverser un gouvernement. Non, pas ça. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la charte révisée devrait normalement s'imposer au chef de l'État. Puisque c'est la charte révisée qui dit de revoir le gouvernement, de revoir la taille du gouvernement. Ça a été le cas pour l'Assemblée, pour l'organe législatif, mais ce n'est pas encore le cas pour le gouvernement. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est en train de respecter les textes du pays au nom desquels il agit? Parce que c'est là aussi que réside le problème. Vous parlez de la taille du gouvernement? Ah oui, je veux comprendre sa question. Effectivement, puisque la taille du gouvernement, il faut forcément faire un remaniement pour revoir la taille du gouvernement. Il faut forcément réviser le gouvernement pour revoir sa taille. Pour ma part, je suis entendu sur un certain nombre de choses, sur d'autres points non. Je ne pense pas qu'il faille limiter la taille d'un gouvernement. J'arrive, je réponds, je vais être précis. Mais je n'ai rien dit, je vous laisse parler, maître. D'accord. Et je pense que s'il y a quelque chose à revoir aujourd'hui, c'est cette disposition de la charte. C'est cette disposition qu'il faut. Ça a été déjà vu, ça a été révisé. On a révisé la tâche, on a dit. Quand je dis qu'il faut voir, je veux dire qu'il faut enlever de la charte. C'est cette disposition qu'il faut enlever de la charte. Si on m'entend, moi, c'est cette disposition qu'on enlève et on laisse au chef du gouvernement et au chef de l'État le soin de configurer le gouvernement. Vous savez, je vais dire une chose. Mais puisque ça existe dans la charte, ça s'impose au chef de l'État, maître, ou bien? Je vais vous dire une chose. La taille d'un gouvernement, la dénomination des ministères, ça répond à des préoccupations à un moment donné. Moi, je pense que pendant une transition, il ne faut pas cumuler les charges sur une seule tête. Il faut au contraire faire en sorte que les responsabilités soient très claires, les missions clairement assignées pour qu'elles soient exécutées. Maître, c'est 18 juin, les Maliens ont presque tranché la question du passage ou pas en 4e République. C'est par 97 voix pour le oui et 97% de voix pour le oui et contre 3% pour le non que les Maliens ont plébiscité le projet de nouvelle constitution. Mais les points qui ont le plus attiré l'attention des Maliens, c'est la question du taux de participation qui est estimé à 39% et le cas Kidal où il n'y a presque pas eu de référendum à Kidal. Quel commentaire? Je pense que nous devons tous nous préoccuper du taux de participation aux élections au Mali. Il y a 30 ans, 43%. Aujourd'hui, 39%. On peut dire que ce n'est qu'à 4 points près. Mais il faut aller au-delà. C'est vrai que pendant longtemps, les Maliens ont été abusés. Leur vote a été détourné.
Mais nous devons travailler pour que chaque Malien comprenne que son bulletin de vote compte. Et que finalement, après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le souverain. C'est lui qui décide. Mais il faut que nous travaillions pour arriver à cela. D'accord. C'est extrêmement important parce que dans un pays comme le nôtre, où nous ne sommes pas financièrement et matériellement riches, la première ressource, c'est la ressource humaine. Il faut qu'elle s'exprime. Ça, c'est sur le taux de participation. Oui. Maintenant, sur l'élection à Kidal, il est clair que l'élection n'a pas eu lieu partout à Kidal. C'est l'évidence même. Mais dire que ça n'a pas du tout lieu à Kidal, il va falloir laisser la Cour constitutionnelle décortiquer les résultats qui ont été proclamés et publiés par l'EJ pour en savoir la vérité. Pour ma part, je suis quand même un homme politique, j'ai des militants un peu partout au Mali. Alors, à ce que je sache, sous réserve de confirmation, il y a eu quelques bureaux de vote qui ont pu ouvrir et à Aguelhok et à Tessalit. On parle de Kidalville, hein? Non, à Kidalville, je pense qu'il n'y a pas eu d'élection. Circonscription. Surtout, oui, je pense de la circonscription de Kidal. Voilà, d'accord. Allez-y, Chana. Monsieur le Président, est-ce que le passage de la nouvelle Constitution vers la 4e République, est-ce que cela ne rend pas la charte caduque? Après proclamation de la Cour constitutionnelle, est-ce que ce ne serait pas la Constitution seulement qui sera notre boussole? Ou bien, malgré cette nouvelle Constitution, la charte aura toujours ses droits? Ça, c'est la première question. La seconde, par rapport à la même question, j'entends dire souvent que si Kidal n'a pas voté, s'il est avéré qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal, la Cour constitutionnelle doit rejeter le référendum. Juridiquement, est-ce que cela est correct? Ok. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de gens dire avant l'adoption, avant le référendum, que l'objet de la révision était de rendre la charte caduque et de permettre un certain nombre de choses. Je pensais qu'on le disait pour avoir plus d'arguments pour le non. Mais j'ai observé que même après, beaucoup de gens de bonne foi le croient. Si la charte est caduque, qui va légiférer? Parce que pour qu'il y ait l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des élections. Effectivement. Le CNT ne doit son existence. Une des premières analyses pertinentes. Oui, parce que le droit, c'est parfois le bon sens. Absolument. Si la charte n'existe pas, vous avez parlé de Choguel. Comment il va rentrer dans son bureau? En fonction de quoi? S'appuyant sur quoi? S'adossant sur quoi? Même le chef de l'État. J'arrive. Le président de la transition, pour qu'il devienne président de la République, il faut qu'il y ait des élections. Donc c'était un non-sens de croire que la charte va disparaître. Mais la Constitution a réglé cette question dans cette disposition transitoire en disant que jusqu'à la mise en place des nouvelles autorités, celles établies vont continuer à assumer leur mission et responsabilité. Cette question est très claire. Donc si c'est clair, la charte, on l'aura derrière nous. Non. Cette disposition transitoire. Non, la charte, non. Les autorités établies, les nouvelles autorités ne sont pas encore là. Vous n'avez pas encore élu un président de la République. Vous n'avez pas encore mis en place un Parlement. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles autorités, le CNT, le président de la transition, le gouvernement, office d'autorité. Voilà, donc la charte n'est pas derrière nous, la charte continue à gérer la transition. Elle est derrière nous en ce sens que vous avez dit que les dispositions transitoires ont pris en compte cela. Non, les dispositions transitoires ont dit que je vais être plus terre à terre. On dit que jusqu'à l'élection du futur président, jusqu'à l'élection de la future Assemblée nationale, le CNT et le président de la transition vont continuer à assumer leurs responsabilités sur la base de la charte. Sur la base, c'est cette précision que vous ne voulez pas prendre. Sur la base de la charte. Allez-y, Abdraman. Si on pose la question, parce que jusqu'à présent, ça ne résout pas le problème. Et Kidal, vous n'avez pas parlé du cas de Kidal. Bien entendu, on n'est pas arrivé à là. Je termine ce point, puis on aborde le second point. Jusqu'à ce pourquoi il a posé la question, c'est qu'il y a des velléités de candidature du président. Complète au chef de l'État. Des présomptions, si vous voulez, de velléité de candidature qu'on prête au chef de l'État, Assimi Goïta. Tel que vous l'avez dit, les autorités restent en place jusqu'à la mise en place de nouvelles autorités, c'est clair, mais il a aussi la possibilité
de se retirer, de démissionner, donc il n'est plus autorité. Est-ce que cela est possible dans le dispositif législatif qui nous gère aujourd'hui? Est-ce que cette fenêtre lui est ouverte pour devenir candidat? C'est à vous que j'ai dit une fois ici que je ne sonne pas les cœurs et les reins. C'est à moi aussi que vous avez dit que vous ne serez pas d'accord. Je termine. Que je ne sonne pas les cœurs et les reins et que je n'ai rien perçu qui laisse croire que le président de la transition est en train de faire un parjure. Ce serait un parjure si le ferait. Moi, si vous savez ce que dit parjure, oui. C'est faire le contraire de ce sur quoi on a juré. C'est clair. Bon, c'est très simple. Donc, quand on dit je ne serai pas candidat pour je suis candidat, on aura renié ce sur quoi on a juré. Donc, c'est très clair pour vous, Assimi ne doit pas être candidat. Oui, vous savez, la question a beau vous intéresser, vous n'aurez ma réponse que si vous m'écoutez. Allez-y. D'accord. Donc, beaucoup, je dis je ne sonne pas les cœurs et les reins, d'une part. Deuxièmement, cette disposition qu'on évoque pour dire on peut démissionner pour venir, elle n'est pas nouvelle. La loi électorale, oui. Elle est là depuis plus de 20 ans. Mais de 6 mois, on la ramène à 4 mois. Oui, de 6 mois à 4 mois parce que nous sommes dans une période serrée, nous sommes dans une transition. Ce n'est pas un temps normal. Mais ça ne change pas le fond de la question. Maintenant, ce qui détermine la possibilité d'être candidat ou pas est ce qui est dans la charte. Et cette charte, elle vaut jusqu'à la mise en... Pas seulement, ce que vous avez dit aussi. Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. Et cette charte, elle vaut jusqu'à la mise en place des autorités qui seront élues. Maintenant, ce qui peut changer, c'est quand on changera cette disposition. Je parle de mémoire, parce que je crois que dans la charte, il est dit que cette disposition ne peut pas faire l'objet de modifications. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi veut-on salir quelqu'un qui n'a rien dit, qui n'a rien demandé, parce que ça fait plaisir à des gens? Parce que non. Allez-y, Chana. Pas simplement parce qu'on veut le salir, non. Pas simplement. Il y a beaucoup d'actes qui sont posés par lui, par ses proches. Gens, par ses proches. Vous parlez d'Assimi Goïta. C'est clair. Surtout par ses proches, des gens qui sont en train d'œuvrer pour sa candidature. Et beaucoup de gens, l'opinion pense que ce n'est pas pour rien. Et qu'ils finiront, même s'ils n'en ont pas l'intention, d'avoir sa caution. Un sondage, donc, bon, voyez, donc il y a tellement... Moi, je suis bien payé. Bon, et si, non, c'est pas terminé. Je suis bien payé pour savoir et si la charte, que les situationnistes savent bien se mettre en mission eux-mêmes. La charte a déjà fait l'objet d'une première révision. Quelle serait, votre attitude, votre posture sur cette intention allait motiver passage en force, une autre révision de la charte? Je vous ai dit tout de suite, il y a quelques mois, que moi, je ne fais pas de la politique fiction. Que moi, je fais de la politique. Ce sont des hypothèses. En politique, les hypothèses existent. Ce n'est pas de la fiction. On pose des hypothèses. Vous-même, c'est sur la base d'hypothèses que parfois, vous prenez certaines décisions. En politique, ça existe, les hypothèses. Non, ce n'est pas une réponse de circonstance. Je l'ai dit tout de suite, je l'ai dit il y a plusieurs mois. Je ne fais pas de la politique fiction. Et vous ne faites pas de la politique hypothèse aussi? Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président du SNID, vous êtes un des anciens de la classe politique malienne. Vous avez été plusieurs fois ministre, plusieurs fois député, ministre. À l'entame de mon intervention, je disais que vous étiez en quête de la présidence de la République. Vous voulez être président de la République. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas du pain béni pour vous, étant donné que la charte existante interdit à Assimi d'être candidat, Choguel, Premier ministre, ne pourrait pas être candidat? Est-ce que vous n'avez pas le profil pour le M5 RFP pour être candidat à la présidentielle prochaine? Est-ce que vous nourrissez cette ambition encore? Surtout que pour moi, c'est du pain béni aujourd'hui pour vous. Merci de cette appréciation. Toujours dit que la candidature à la présidence de la République ne doit jamais être une initiative ou une aventure personnelle. Une candidature doit être portée. Premièrement. Deuxièmement, moi je suis dans une équipe. Je suis au M5RFP à travers le CENID et le FSD. Le M5RFP gère cette transition avec l'aile militaire. Ce ne serait pas, de mon point de vue, très élégant
de décider seul qu'on sera candidat. Il faudrait en discuter dans ces différents cadres. C'est pourquoi j'ai parlé candidat du M5. Oui. Je n'ai même pas parlé de Sunida. Non, j'arrive. C'est là où je parle du pain béni. Tout à fait. J'arrive. Je pense que ce qui doit être fait, dans un premier temps, avant qu'on élague, c'est de tout mettre en œuvre pour que, au sortir de la transition, un candidat acquis au changement, qui s'est battu pour le changement, qui connaît les tenants et les aboutissants du changement, puisse être là pour que les acquis de la transition ne soient pas dilapidés. Est-ce que Muntaka Tall coche ces différentes cases? Je vous mentirais si je ne dis pas que je ne me sens pas en dehors. C'est possible. Parce que nous sommes là pour se dire la vérité. Surtout avec 290 000 followers. Allez-y, vous verrez sur le compte. Je n'invente pas. Oui, je sais. Ça se vérifie. Ça fait peut-être le temps de voir. D'accord. Maître, demain, vendredi, s'il vous plaît, 30 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera sur la très attendue décision du renouvellement du mandat ou pas de l'administration au Mali. En tout cas, du côté du gouvernement malien, on parle de retrait sans délai. Quel commentaire? Vous savez, quand ce type de mission se met en place, on pense bien évidemment à la fin de la mission. Elle n'est jamais là ad vitam aeternam. Pourquoi d'ailleurs? Le renouvellement se fait annuellement. Ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils ont 5 ans. Chaque année, on évalue, on dit bon, on peut continuer. Mais l'aménagement a un problème et est un problème. J'ai eu l'occasion, la responsabilité de conduire beaucoup de délégations du FSD et du M5 pour parler avec les partenaires du Mali. Au cours d'une discussion avec M. Anadif, qui a été le premier patron de l'aménagement et qui est le deuxième, qui est maintenant au Tchad comme des affaires étrangères. Oui. Je pense que nous avons convergé sur un fait, c'est que ce mandat n'est pas celui attendu par les Maliens. Est-ce que l'aménagement par rapport au mandat donné par le Conseil de sécurité a rempli sa mission? Peut-être. Est-ce que ce mandat correspond aux attentes des Maliens, où on a l'arme au pied, on va construire des écoles, faire des maternités? Ce n'est pas ce que les Maliens attendent de l'aménagement. Et pendant 10 ans, chaque année, le gouvernement du Mali a demandé le changement du mandat pour avoir un mandat plus robuste. Et pendant plus de 10 ans, nous nous sommes heurtés à un refus du Conseil de sécurité. Mais continuer dans ces conditions, c'est s'aliéner le soutien de son propre peuple. Ça ne peut pas continuer. La demande du Mali est donc justifiée. Légitime. La demande du Mali est justifiée. On parle de sans délai. Maintenant, oui, sans délai. Maintenant, la demande étant, il faudrait que chacune des parties fasse preuve de responsabilité. Parce que les discussions sont en cours. Oui. Pour que le retrait se fasse en bon ordre, dans les délais nécessaires, mais pas superflus, ni dans des délais tels que ça ne peut pas se faire en bon ordre. D'accord. Abdraman a une question là-dessus. Effectivement, j'avais beaucoup d'autres questions. Allez-y, on va les temps. Effectivement, mais maître, le problème c'est que l'aménagement, certainement, demain, son sort serait réglé dans le sens du départ. Certainement. Mais c'est avec des conséquences que nous savons. C'est qu'en réalité, depuis que l'aménagement est là, elle a pratiquement remplacé l'État dans beaucoup de ses missions, surtout dans certaines parties, dans les pans entiers du pays, où les gens manquent d'eau potable, les gens manquent de soins de santé. Beaucoup d'autres services de besoins de première nécessité sont assurés par l'aménagement. S'y ajoute que l'aménagement est quand même garant également de la paix et de la réconciliation. Quelle alternative voyez-vous de l'accord, effectivement, parce que puisqu'en tant que garant, quelle alternative voyez-vous? Et est-ce qu'il n'y a pas crainte que les arguments de la force ne reprennent le dessus sur les arguments du dialogue avec le départ de l'aménagement?
Le drame pour moi serait que l'État malien se complaise dans une posture qui consisterait à dire « je suis congénitalement incapable d'assurer mes responsabilités régaliennes ». Oui, l'aménagement a fait beaucoup de choses dans l'humanitaire, dans le soutien aux populations. Mais regardons les chiffres. C'est 24 milliards en 12 ans. C'est 2 milliards par an. Il faudrait que l'État malien, s'il décide de prendre pareille initiative, puisse mettre 4 milliards par an au lieu de 2 milliards par an. Volonté politique. Volonté politique assumée. Oui. Moi, je dis toujours... Par rapport aux ONG, l'État a promis par rapport aux ONG, mais jusqu'à présent, on ne voit pas ce que vous dites, là, effectivement, c'est vrai. L'État a promis des alternatives par rapport aux ONG quand il mettait fin à... Combler le vide. Hein. Je dis toujours qu'une action politique ne peut réussir que quand deux conditions sont réunies. La vision politique et la volonté politique. Il faudrait que ces deux conditions soient réunies. Nous devons tous maintenant travailler à obliger l'État à combler le vide sécuritaire, le vide de développement et le vide humanitaire. Ok, allez-y, Chana. Voilà, Malheureusement, allez-y, Chana. Il n'a rien dit par rapport à l'accord. Allez-y. Non, je vais poser une question. Non, il termine pas. Oui, vous aurez la parole. Sur l'accord, c'est important. Voilà. La caractéristique principale de l'accord aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas. C'est ça la caractéristique principale. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on saute comme un cabri pour dire appliquer, sans s'arrêter pour regarder les causes pour que ça ne marche pas. Ma vision est très claire sur cette question. Il faudrait que les parties maliennes, entre elles, se disent quels sont les articles qui bloquent. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, aujourd'hui aussi, je l'ai dit avant, je viens de Ségou. Si ma voiture tombe en panne et que je dise, je dois aller à l'émission, je n'arriverai jamais à l'émission. Il faut que j'ouvre le capot. Il faut que je vois ce qui ne marche pas là-dedans. Ou changer de voiture aussi. Ça aussi, c'est possible. Ou changer de voiture. Oui. Donc, vraiment, il faudrait que nous prenions la responsabilité pour que nous, Maliens, les partis maliennes, on s'entende sur ce qu'on peut faire pour nous-mêmes. D'autres sont intervenus, ça n'a pas marché. Essayons les recettes endogènes. Allez-y, Chana. Oui, maître, vous dites que l'accord bloque. L'accord ne marche pas. Le 5 RFP avait critiqué cet accord. Le Premier ministre actuel a fait des livres sur la situation du Nord, notamment sur l'accord, et a demandé une relecture de l'accord. Vous avez les leviers du pouvoir, vous avez les leviers de décision. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers la relecture de l'accord? Parce que jusque-là, l'accord, je ne dirais pas est parrainé, mais est mis en œuvre pas par les seules parties maliennes. Vous savez que la communauté internationale est très impliquée dans la mise en œuvre de l'accord. Donc, le gouvernement malien n'est pas seul à la manœuvre. Mais avec la situation nouvelle qui se crée, nous devons faire preuve de plus de leadership et encore une fois, en investissant des pistes endogènes qui pourraient restaurer la confiance et nous permettre d'avancer. De quelle confiance vous parlez, maître? Vu ce qui s'est passé à Kidal, les gens de Kidal disent refuser. Ils se sont détachés quelque part même, si vous voulez, du Mali. Vous parlez de retrouver l'accord. Oui, c'est-à-dire que la situation était meilleure il y a 5 ans, 6 ans qu'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation catastrophique? Peut-être que si on fait fi des agendas politiques et personnels, si au lieu de mettre le Mali au-dessus de tout, un slogan, mais une volonté politique et une vision politique, peut-être que nous pourrons changer le cours des choses. Ce qui s'est passé jusqu'à présent ne marche pas. Nous devons aujourd'hui regarder ce qui s'est passé. Prendre tout ce qu'il y a à prendre et mettre de côté ce qui n'est pas possible d'endosser. Essayer collectivement et individuellement de s'élever pour que nous sortions de cette situation qui est en train de s'éterniser. Kidal doit rester au Mali, qui doit être comme Ségou ou Kidal ou Kaï demain. Pour cela, il est temps que nous envisagions des solutions plus endogènes. Maître,
Nous sommes malheureusement au terme des débats. Une dernière question aujourd'hui? Pas du tout. Hein. Nous sommes malheureusement. Toute dernière question, malheureusement, non, une toute dernière. Non, toute dernière, s'il vous plaît. Allez-y. Par rapport au référendum. Chana va en prendre. Parce qu'il faut reconnaître que. Cette fois-ci, il est malade. Il faut reconnaître que la constitution qui est sur le point d'être remplacée, et votre fille, et la constitution, vous l'avez rappelé ici, a été votée à l'époque avec 43%. Et vous convenez avec moi que cette constitution-là, de 92, jouissait de beaucoup plus de consensus que la constitution d'aujourd'hui. Vous le savez qu'il y a tellement de clivages, dont même des religieux, qui viennent avec des questions de laïcité qu'on n'a pas pu évoquer avec vous, alors que c'est un grand défenseur de ces questions, un grand rhétoricien de ces questions-là. On aurait pu le discuter avec vous. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui entoure cette nouvelle constitution-là, les conditions dans lesquelles elle a été votée, méritent qu'elle soit validée, qu'elle soit promulguée par le chef de l'État? Notre pays est dans une situation extrêmement difficile, délicate. Les marges de manœuvre dont nous disposons sont plus que réduites. À partir de ce moment, dès que la Cour constitutionnelle aura rendu sa décision, quelle qu'elle soit, parce que nous disons sous réserve de ce que la Cour constitutionnelle pourra dire, nous devons, Maliennes et Maliennes, tourner la page du référendum et faire face aux autres défis qui sont énormes. Ce sont d'autres sécuritaires, économiques, financiers, institutionnels, électoraux. Il faut faire face. Mais vraiment, un Malien qui se retrouve, qui s'élève collectivement pour nous sortir de cette situation. Parce que, j'ai toujours dit, la transition a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est redonner aux Maliens l'amour de la patrie, la volonté de défendre la patrie, le fait d'être résilient. Sur ce socle, nous pouvons bâtir n'importe quel édifice à condition que le patriotisme prévale sur tout. Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. Je l'accepte. Allez-y. Monsieur le Président, je pense que Maître Moutagatal, il a été bon ce soir. Il a été bon. Il a répondu à toutes les interrogations. Et il a été droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il ne sait pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il ne s'est pas dédié vraiment sur le même Maître Moutagatal, engagé, déterminé, accompagner la transition, même si quelquefois on sent qu'il est... il ne se retrouve pas, hein? Il le cache. On ne sent pas. Parce que tu vois, il ne le dit jamais sur la place publique. Peut-être qu'avec son jeune frère de Ségou ou Choguel ou le président, il s'explique là-bas. Mais il ne met pas les différences, les antagonismes sur la place publique, comme certains jeunes politiciens le font de façon régulière. Maître est un ancien, parmi les anciens. Vraiment, il a tenu bon. Ce soir, Monsieur le Président, vous suivez mon regard. Le regard est bien vu. Acquittez-le. Allez-y. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas été bon, hein. Je vais nuancer. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est qu'on attendait de lui qu'il nous éclaire par rapport à beaucoup de questions. Il s'est acquitté de cette tâche, il faut le reconnaître, avec beaucoup de réserve. Et cette émission cet échange avec lui ne m'a pas permis de retrouver celui que j'avais jadis connu pour défendre les droits de l'homme, parce qu'il a été un peu réservé, il était tatillon par le passé sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, puisque c'est la transition avec laquelle il chemine, il s'y prend avec un peu moins de rigueur. Ceci dit, je pense très sincèrement qu'il s'est quand même montré, il a su se hisser au-dessus de certaines choses, en se montrant comme réellement un homme d'État.
j'ai suivi vraiment un interlocuteur très soucieux de l'avenir du pays. Mais il faut reconnaître également, Monsieur le Président, que sa prestation a été un peu mangée par ses ambitions. Je vis également un homme, comme l'a évoqué Chana, qui se prépare sincèrement à la magistrature suprême et qui tient compte certainement des humeurs. Il marche sur des œufs. Des humeurs, qui tient compte des humeurs de ceux qui pourraient penser ceux-là, qui détiennent les rênes de l'État et qui pourraient l'aider à accéder, puisqu'il l'a bel et bien dit que la transition, le M5, c'est avec le M5 et avec une branche militaire. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que vraiment, sa prestation et sa responsabilité l'emportent sur le reste. Je devais vraiment évoquer ces nuances-là avant de vous demander également, pour une des rares fois de mon côté, de le libérer. Au bénéfice de ces deux réquisitoires, comment condamner un accusé qui a été bon selon le rigoureux procureur Chana Takiou? Donc il n'a pas été mal. Comment condamner un accusé qui a su se hisser en se montrant un homme d'État selon le subtil juré Abdraman Keïta? Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires, il me plaît, monsieur l'accusé, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Le Mali est très fragile. Nous avons beaucoup de problèmes. La solution est d'abord entre nos mains. Nous devons collectivement prendre soin de ce grand malade. Cela ne peut pas aller avec les effets de manche. 2, ceux qui pensent qu'ils peuvent berner le peuple en l'infantilisant se trompent. Le peuple est plus mature qu'on le croit. Et il devine tout de suite. Il sait qui ment et qui raconte des histoires. Seulement, mon parcours ne m'autorise plus à voir les choses en blanc ou en noir. Il y a beaucoup de zones grises. Je ne peux pas faire de l'impasse sur cela. C'est pour cela que dans sa fougue juvénile, Keïta ne comprend pas un certain nombre de mes positions, mais moi je dois faire aujourd'hui plus le sapeur-pompier que les pyromanes. Merci de m'avoir acquitté. D'accord. L'allusion lui a été faite plusieurs fois au cours de cette émission. Nous faisons un clin d'œil au colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition. Notre invité était Maître Moutagatal, président du SUNID Faso Iruaton et membre influent du M5 RFP. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à cette population du cercle de Yanfolila. Au revoir. L'agence immobilière Le Prestige SARL lance un tout nouveau programme d'habitation dénommé la Cité Prestige. La Cité Prestige est un site autonome au contour géométrique très riche en espaces conviviaux. Elle comporte 54 villas F4 et F5 de haut standing. Constituée la base de planification ultérieure, elle dispose de rues larges et des espaces verts. La Cité Prestige est située à Niamana à 25 minutes du centre-ville. Les quartiers avoisinants ont dernièrement profité du mesure de l'innovation et disposent de bonnes infrastructures et de divers magasins. On peut y trouver une bonne synergie et toutes les mesures d'habitation et d'innovation au service des habitants de la nouvelle cité. Et ce n'est pas tout. L'agence immobilière Le Prestige vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'une maison de 4 à 5 pièces. Alors, n'attendez plus. Infoline 66 75 11 08 66 75 11 09 20 24 50 97. L'immobilier, un investissement sûr. Garage H2A Motors. Mobile toléré ko ni peinture ko jigiya fara. Sabu garage H2A Motors na meni baarakɛminɛnw ye. Fɛn mɔgɔ minnu kɔfɛ toléré ani peinture ko kɛcogo ɲuman kama. Ka mobile toléré kɛ k'a nugu ka sɔrɔ ka peinture k'a la ɲɛ min ka di aw ye. H2A Motors baarakɛlaw bɛ baara ɲɛdɔn wa baara bɛ kɛ ni sɛbɛ ye a daminɛ fɔ a laban. A ye na H2A Motors la a y'u ka sariya. Sotiba clinique Amérique kɛrɛfɛ mètre 100 ɲɔgɔn na walima ka téléphone ci 76 20 79 79 walima 76 49 12 33. Garage H2A Motors mobile toléré na peinture ko la wasa da don.